Une production du Studio SF. Non seulement il est excellent en cuisine sur son profil LinkedIn, mais je pense que ses recettes constituent beaucoup plus Instagram. Charlie, salut, comment ça va? Ça va très bien, Charles, et toi, comment ça va? Ça va super bien. Merci d'inaugurer avec moi cette version vidéo du podcast. Ben écoute, merci à toi de m'avoir invité, puis bien heureux d'être là avec toi aujourd'hui. J'espère que l'entrevue va bien se passer. En tout cas, ça a bien démarré. Ça fait vraiment plaisir. Ben, peux-tu commencer par te présenter? Oui, bien entendu. Ouais. Ben écoute, comme ça s'entend encore à mon accent, après 10 ans d'expatriation maintenant, je viens de l'autre côté de l'océan, donc d'une ville qui s'appelle Mazamet, dans le sud de la France. Donc on est proche de Toulouse, on est proche également un petit peu des montagnes, donc des Pyrénées, de la mer, donc tout l'accent un petit peu chantant, ça berce les oreilles. Mais donc ouais, je suis arrivé au Québec il y a 10 ans, à Québec plus précisément. Je crois que je suis un des rares Français qui n'est pas passé par la case du plateau, faut le souligner. Mais ouais, j'ai travaillé donc pendant quelques années en agence, notamment pour des agences numériques comme Libéo, où j'ai occupé ni plus ni moins des rôles au niveau du marketing et des communications, principalement numériques. J'ai également été à la direction des communications du Web à Québec pendant 2 ans, plus gros événement numérique francophone en Amérique. Puis je me suis lancé à mon compte il y a 5 ans, d'abord en tant que pigiste en fait, la première marche entre guillemets du grand escalier qu'est l'entrepreneuriat. Donc en tant que conseiller en communication et marketing numérique pour des PME, je te dirais de la capitale nationale, mais également de la région de Montréal, puis un petit peu plus en région vers le Saguenay. Et ensuite, je dirais, le doigt s'est pris dans l'engrenage. J'ai développé avec des associés une première compagnie qui était un startup studio qui s'appelle Maple Inside, où en fait ce qu'on faisait c'était un petit peu funky, c'est-à-dire qu'on faisait du capital, en fait on investissait du capital, mais pas forcément du capital financier, mais du capital lui-même, c'est-à-dire qu'on mettait à la disposition de startups qui étaient dans certains domaines d'activité nos ressources humaines, donc des gens qui étaient sur notre payroll en fait, en échange tout simplement d'équité donc dans le capital de la startup. OK. Puis quand tu dis des ressources humaines, tu parles de ton expérience en marketing? C'est ça, exactement. Okay. En fait, on était plusieurs. Il y avait du monde en front-end, il y avait du monde en back-end, il y avait du monde en DA, il y avait du monde en UX, il y avait du monde en marketing, il y avait du monde, bref, dans plusieurs domaines. Okay. Puis, dépendamment en fait, des besoins des startups, puis de leur structure, puis de l'orientation. Exactement. Nous, entre guillemets, on providait donc la sueur et les muscles, entre guillemets. Puis le cerveau un petit peu aussi de temps en temps. Ouais. Donc, on a fait ça pendant quasiment 3 ans. Moi, je me suis séparé de mes autres associés, donc il y a 2 ans maintenant pour lancer Reverber, donc la première agence de communication spécialisée sur Instagram au Canada. Donc on travaille autant sur du marketing de contenu que du marketing publicitaire, du marketing d'influence qui est très populaire en ce moment, que du marketing d'interaction. Donc développer notamment des scripts pour aller interagir de manière proactive avec des personas de clientèle. Et très récemment, je dirais papa d'un nouveau business, puisque j'ai ouvert en juillet avec mes autres associés un restaurant qui s'appelle Jacques, qui est spécialisé dans la cuisine française. Donc on n'invente rien. Écoute. Faut prendre ce qui marche. Ouais, exactement. Puis c'était un bon clin d'œil à mes racines. D'ailleurs, j'en profite pour tous les saluer. OK, nice. Puis, en ce moment, là, je dirais l'entreprise que tu t'occupes le plus, c'est vraiment Reverber. Ouais. Ben, moi, en fait, sur Jacques, je suis principalement actionnaire, en fait. Okay. Donc, je suis pas vraiment sur le plancher. Donc, vous n'allez pas avoir le plaisir de me voir au service ou en cuisine. Puis, il vaut peut-être mieux, en fait. Si vous voulez que je fasse à manger, venez à la maison. Ouais, à la limite, la plonge, j'ai peur de briser les machines. Mais non, ouais, je te dirais que un bon 80% de mon temps, je te dirais, est dédié donc à Reverber, que ce soit au niveau, si je puis dire, du développement donc, des affaires, que ce soit au niveau également de la charge de compte, ou bien entendu, m'occuper du brand Reverber, puisqu'on a pas mal de grosses nouvelles qui s'en viennent dans les prochains mois. Je fais également un petit peu de mentorat sur le side. Okay. J'ai eu le plaisir récemment d'être, entre guillemets, contacté par Femme et Sort pour tout simplement coacher des entrepreneurs dans la capitale nationale, justement au niveau du marketing numérique, pas seulement au niveau d'Instagram, parce qu'il me reste encore quelques bons restes, je te dirais, notamment en SEO, en copywriting, ce genre de choses. Donc, je dirais 80% de mon temps sur Reverber, puis le 20% sur des causes qui me tiennent à cœur. OK, c'est vraiment cool. Ouais. Puis, à quoi ressemble le type de clients qui viennent te voir chez Reverber? Puis ça ressemble à quoi aussi les enjeux qu'ils ont? C'est-tu juste... Parce que, tu sais, on s'entend qu'une entreprise qui veut avoir plus de revenus, plus de clients, il y a Instagram, tu sais, il y a comme 1000 autres options. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une entreprise va venir te voir pour Instagram versus, je sais pas, de la pub Facebook, des annonces à radio, je sais pas. Là. Ce qui est assez intéressant avec Reverber, je pense, c'est que oui, bien entendu, on a toujours un certain type d'entreprise. Et quand je parle de type, je parle beaucoup de secteurs d'activité qui viennent nous voir. Par exemple, veut pas. Il y a certains, je te dirais, secteurs d'activité, donc encore une fois, qui sont peut-être plus propices
au premier abord que d'autres sur Instagram. Donc on parle bien entendu de tout ce qui a trait à la beauté, donc le retail dans les produits de beauté, que ce soit du prêt-à-porter, que ce soit du maquillage, que ce soit par exemple du tourisme, que ce soit par exemple de la gastronomie. Il y a vraiment plusieurs... il y a quelque chose à montrer. C'est ça, exactement, du divertissement, etc., du commerce de proximité, beaucoup. Mais ce qui est vraiment très intéressant avec le cas de Réverbère, c'est qu'en 2 ans d'activité, on a réussi à travailler avec des entreprises qui sont présentes à l'international et qui ont un rayonnement incroyable, comme par exemple le Cirque du Soleil, où on a travaillé avec, mettons, des startups beaucoup plus locales, comme par exemple les Pas de Jaune, qui est un annuaire qui vise donc à faciliter l'adoption d'animaux qui sont dans des refuges. Donc on a vraiment une panoplie de partenaires qui est vraiment très diversifiée. Puis c'est ça qui me plaît beaucoup avec Réverbère, dans la mesure où c'est vraiment la philosophie de l'entreprise, à savoir proposer aux gens un outil qui va s'intégrer à tout simplement d'autres outils dans le cadre de leur funnel de conversion pour raccourcir le cycle de vente, pour augmenter les taux de conversion sur certains paliers du funnel de conversion. Donc on arrive vraiment en mode solution avec un arsenal d'expertise qui est divisé en 4 catégories, donc le contenu, la publicité, le marketing d'influence et le marketing d'interaction, pour faire en sorte de faciliter la vie, je te dirais, donc d'entreprises qui ont entre 1 et 5 000 employés, qui peuvent être dans multiples, entre guillemets, secteurs d'activité. Donc voilà, c'est un petit peu ça le persona de clientèle. Tu viens provider l'outil d'Instagram et l'expertise autour. C'est ça. Remarques-tu que les entreprises qui viennent te voir, à quoi ressemble leur expertise avec leur marketing en général ou peut-être plus précisément avec Instagram? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent te voir sans nécessairement avoir aucune idée, comme aide-moi sur Instagram, je sais pas c'est quoi, je pense que ma clientèle est là, versus je le sais que ma clientèle est là, je voudrais faire ça sur Instagram, peux-tu m'aider? À quoi ressemble le niveau d'expertise? Je te dirais que la majorité des gens sont quand même éduqués par rapport à Instagram. C'est-à-dire, ils savent un petit peu à quoi s'attendre. Parfois, le portrait, entre guillemets, un peu brossé de façon vulgaire, on se dit, ouais, c'est principalement des 13-15 ans, des femmes. C'est pas tout à fait ça. C'est sûr que si on regarde le portrait type au Québec, on est sur du 18-35, je te dirais, notamment du 18-24. La proportion homme-femme est quasiment 50-50, peut-être encore un petit peu en faveur des femmes sur certaines, entre guillemets, tranches d'âge. C'est sûr qu'on vise des usagers qui sont nés avec un téléphone greffé à leur main, on s'entend. On vise des usagers qui ont également certaines habitudes de consommation particulières, parce qu'on l'oublie parfois, mais Instagram, en termes de e-commerce, c'est une source de trafic très intéressante, qui est d'ailleurs plus valuable que Facebook, selon une étude qui a été faite par Shopify. Donc les gens ont certaine éducation par rapport à ça, puis c'est quand même relativement intéressant dans la mesure où nous, ça nous réconforte parce qu'on fait ce travail d'éducation-là. Je sais pas si tu l'as lu, mais il y a environ 1 an et demi, on a sorti un e-book qui s'appelle Instagram sans fil, qui est l'ouvrage encore aujourd'hui le plus complet d'un point de vue, donc, si je puis dire, contenu en ce qui a trait à Instagram. Puis les gens nous en parlent, nous disent « Ah, j'ai vu que dans tel chapitre de l'article, tu parles de ça, puis tu détailles. » Donc ça, c'est quand même, tu sais, en tant que créateur de contenu, en tant que vulgarisateur, en tant que quelqu'un qui donne des conférences, des formations, c'est quand même super flatteur à avoir. Là où le bas blesse un petit peu, je te dirais, c'est quand vient le temps, si je puis dire, de comprendre comment intégrer un outil, je vais faire un mashup, comment intégrer tes RP avec ta publicité Facebook, ton SEO, ton SEM avec Instagram, avec ton CRM pour faire en sorte d'avoir un funnel de conversion où tu as un flow constant de leads qui se transforme en client et ensuite en ambassadeur. Je dirais que le bas blesse plus à ce niveau. C'est pas forcément dû à un manque de connaissances, c'est parfois lié malheureusement à un manque de ressources. Parfois, il y a beaucoup de nos clients où on se retrouve, si je puis dire, à jouer le rôle du département marketing. Puis c'est pas notre vocation, puis souvent c'est des collaborations qui malheureusement s'arrêtent dans la mesure où c'est pas notre métier, c'est pas ça qu'on veut faire. Donc malheureusement, on s'embarque pas là-dedans. Malheureusement ou heureusement, pour moi c'est heureusement. Mais pour le client, souvent c'est frustrant car il s'attend à ce qu'on arrive avec un service clé en main, qu'on s'occupe de tout son marketing, si je puis dire, de l'idéation jusqu'à la livraison des idées, alors que nous, encore une fois, on est un facilitateur. On est un rouage qui vient s'intégrer dans une mécanique, et si la mécanique n'est pas mise en place, c'est difficile de s'intégrer. Ensuite, bien sûr qu'on peut aider dans la mise en place de cette mécanique. Nous, à l'agence, on a quand même différents backgrounds qui sont intéressants, donc on peut favoriser, si je puis dire, la mise en place de certains de ces rouages-là. Mais encore une fois, nous, notre job, c'est d'arriver à des niveaux bien particuliers avec des stratégies bien particulières. OK. Puis, donc ce que tu me dis, c'est que souvent, des entreprises vont considérer Instagram comme la stratégie en tant que telle. Puis, OK, on va faire quelque chose sur Instagram, on n'a rien ailleurs, puis Instagram va suffire, tandis que c'est pas le cas vraiment. C'est pas faux, oui, c'est pas faux. Je te dirais, dans la mesure où on a... Le problème, c'est que les gens voient un petit peu sur Instagram, de par la notoriété qu'a eu Instagram, de par l'exposure qu'a eu Instagram dans les derniers mois, comme un petit peu un remède miracle. C'est-à-dire Instagram, ça a été longtemps perçu comme un outil incroyable pour faire de la notoriété. C'est sûr que certains case studies où on a recours au marketing d'influence ou au marketing publicitaire vraiment de manière intensive ont vraiment forci le trait. Donc on s'est retrouvé, si je puis dire, avec des sortes de caricatures comme quoi, si je veux être connu demain sur mon marché, il faut que je sois
obligatoirement présent sur Instagram, mais on essaie vraiment de, si je puis dire, se dissocier de ce courant de pensée-là dans la mesure où c'est rare qu'Instagram soit, si je puis dire, la clé de la solution dans son ensemble. C'est ça, exactement. On a nous, un super case study qui prouve le contraire, malheureusement, où on fait comme un retour sur investissement de 11 avec une campagne de marketing d'influence. Puis c'est sûr que c'est un cas sur 1000, si je puis dire, mais encore une fois, c'est quelque chose qui s'intègre, si je puis dire, dans un cheminement beaucoup plus global, c'est sûr. Puis est-ce que tu as une certaine indication de qu'est-ce que ça prend, mettons pour une business qui se dit « Yes, Instagram, c'est mon next thing, puis c'est l'affaire qui brille, je veux me pitcher là, puis je veux avoir un ROI 11. » Qu'est-ce que ça prend à côté minimalement pour pouvoir exploiter Instagram comme un système qui vient vraiment bien dans le rouage? Là? Mais tout dépend encore une fois des objectifs. Puis je pense qu'on revient souvent à la notion d'objectif, puis les gens trouvent ça plate de dire ouais des objectifs, mais malheureusement c'est ça. Dans la mesure où surtout nous en tant qu'agence, on veut être imputable par rapport aux résultats qu'on a sur nos actions, donc cette notion d'objectif revient relativement souvent et elle revient dans un contexte qu'on appelle dans la stratégie d'affaires. Donc le prérequis numéro 1 qu'un client doit avoir quand il va venir travailler avec nous, c'est cette notion de stratégie d'affaires là. Puis pour moi une stratégie d'affaires, c'est un petit peu l'introduction de ton plan de marketing si je puis dire. C'est vraiment le premier chapitre qui dresse ça. C'est le résumé exécutif grosso modo. C'est ce que tu vas montrer à ton board quand tu veux valider les orientations que tu vas prendre. Donc ça va parler d'objectifs comme je le mentionnais tantôt, ça va parler des personas de clientèle auxquels tu vas t'adresser, puis ça va parler des funnels de conversion et des différentes étapes / outils qu'il va y avoir dans ton funnel de conversion. Et nous, en fonction de ce funnel de conversion là, en fonction des performances passées, on est en mesure de dire oui, Instagram va peut-être jouer un rôle au niveau de la notoriété, au niveau du positionnement, au niveau des conversions ou au niveau de la fidélisation, d'une façon où on va utiliser par exemple tel levier, donc un des 4 que je te parlais tantôt, avec tel type de campagne. En ce moment, par exemple, on travaille beaucoup avec du marketing d'affiliation parce qu'on a eu beaucoup de marques qui nous ont récemment approchés, qui avaient des gros bassins de clientèle où on avait certaines de ces clientèles-là qui pouvaient être des micros ou des nanos influenceurs. Donc on travaille beaucoup, si je puis dire, à activer cette clientèle qui est déjà une clientèle, si je puis dire, active en clientèle proactive. Donc grosso modo, développer des mécanismes d'affiliation qui existent depuis, entre guillemets, la nuit des temps, hein, on va se le dire, mais qui sur Instagram prennent une portée tout à fait nouvelle. Instagram a lancé il y a 18 mois, ma mémoire est pas très bonne sur ça, mais tout l'écosystème transactionnel qui a littéralement révolutionné la plateforme, puisque tu en parlais tantôt, quand tu me disais un petit peu c'est quoi les attentes qu'ont les gens sur Instagram, la majorité c'est des attentes au niveau de la notoriété. Mais quand le volet e-commerce est arrivé, les gens ont compris qu'il y avait un pouvoir de monétisation. Puis Instagram travaille énormément sur ça actuellement. Puis c'est vraiment le moteur de sa croissance. Donc tout ce volet, si je puis dire, développement de l'écosystème transactionnel avec les shoppable tags, avec donc IG Shopping, l'application dédiée qui s'en vient, qui va recenser tous les contenus shoppable des marques que tu es sur Instagram. Tout le côté, si je puis dire, à donner accès à ton catalogue produit à des influenceurs pour que ces derniers taguent tes produits dans leur publication. Ça va devenir une grosse machine. Donc c'est pour ça que l'affiliation, si je puis dire, marche beaucoup. Donc pour revenir à ta question, cette stratégie d'affaires-là, c'est vraiment prépondérant. Puis je pense que les 3 étapes que je mentionnais, c'est quelque chose qui est, je pense, un petit peu un incontournable. Ensuite, ce qui est important également quand on va aller, si je puis dire, s'aventurer sur Instagram, c'est toute la notion de brand. Ça, c'est le deuxième volet. Je pense que cette notion de brand se divise en 2 sous-catégories. Je pense que mon associé Tristan pourrait bien en parler que moi, mais je vais me risquer sur ce terrain. Grosso modo, pour moi, le brand, il y a tout l'aspect, visuel qui est très important, car, veux pas, tu as 495 millions de contenus qui sont publiés chaque jour sur Instagram. Donc, la notion de marque, si je puis dire, d'un point de vue esthétique, est importante dans la mesure où l'œil de l'usager doit vite, si je puis dire rapidement, agilement, capter qui est la marque qui donne le contenu, sans forcément avoir le logo ou le nom. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. Puis la deuxième partie, c'est vraiment la personnalité de la marque, donc la façon la marque va interagir notamment avec ses personas de clientèle sur Instagram. Il ne faut pas oublier qu'Instagram, encore aujourd'hui, c'est un des seuls réseaux sociaux où une marque peut interagir de manière one-on-one avec sa clientèle sans que sa clientèle n'interagisse avec elle. C'est quelque chose qui est totalement irréaliste et qui parfois déboussole un peu les marques, dans la mesure où les marques n'ont pas l'habitude d'aller jouer sur ce terrain-là. Elles sont exactement. Elles attendent de plus une interaction qui va se faire, par exemple, par message privé, par commentaire ou quoi que ce soit, versus à aller engager directement la conversation avec ces gens-là. Puis ce que tu veux dire par engager la conversation, c'est écrire directement personnellement aux gens, commenter. Tout ça, ouais. Les gens ont tendance à le voir un petit peu de manière minimaliste, je te dirais, mais sortons par exemple du contexte d'un client final, d'un acheteur. Essayons d'aller regarder sur un type de clientèle intermédiaire, par exemple un influenceur. Dans le processus, mettons, de sélection donc d'influenceurs pour une campagne ou pour une stratégie X ou Y, il y a un des points que je trouve extrêmement important qui est l'attachement de l'influenceur envers la marque et les produits. Quel est le meilleur moyen de valider ça? Aller interagir avec l'influenceur et voir comment l'influenceur va interagir
en retour. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui, de par son côté un petit peu inhabituel, inusité, si je puis dire, déstabilise souvent les marques. Puis c'est intéressant d'observer ça. Donc ces deux éléments-là, je te dirais, c'est vraiment deux bons prérequis, si je puis dire. Donc la stratégie d'affaires avec les objectifs, le funnel, les personas, et de notre côté un petit peu le brand avec les orientations, tant au niveau esthétique que comportemental. OK, je comprends, cool. Puis là, tu me parlais justement d'influenceurs, de marques. Moi, il y a quelque chose que je vois beaucoup ressortir quand on parle d'Instagram puis grossir sur Instagram. Oui. On va toujours chercher un peu le côté influenceur. Oui. T'as-tu, ou plutôt, as-tu une idée de ce que c'est la différence vraiment de la croissance pour un influenceur versus une marque sur Instagram? Puis qu'est-ce qui différencie? Tu sais, une marque qui veut grossir va souvent se faire donner des trucs d'influenceurs. Est-ce qu'il y a une distinction entre les deux que tu pourrais vraiment donner pour les business? Je pense que le gros avantage, si je puis dire, des influenceurs, puis ça dépend du type d'influenceur, parce que je dirais qu'on a vraiment deux grandes familles d'influenceurs, au-delà des entre guillemets, ramifications par secteur d'activité, par, entre guillemets, type d'intérêt ou encore en termes de taille. On a les influenceurs qui ont un visage, comme toi et moi, entre guillemets, des gens qu'on personnifie, qui ont un nom, un prénom, etc. Puis on a également des pages d'intérêt qui sont également considérées donc comme des influenceurs. Si on isole ce deuxième cas de figure et qu'on se concentre sur les gens qui ont, ou du moins les influenceurs qu'on peut identifier comme personnes, le gros avantage que ces gens-là ont par rapport à des marques, encore une fois, c'est le fait d'avoir un nom. Donc les gens peuvent émotionnellement beaucoup plus se rattacher, si je puis dire, à des influenceurs qu'à des marques. Puis c'est beaucoup plus facile, si je puis dire, pour un influenceur d'adopter un comportement humain, ce qu'on disait tantôt, qu'une marque. Exactement. Donc c'est quand même ça qui est très intéressant. Si on poursuit un petit peu ce raisonnement, puis peu importe le média social, peu importe le média tout court, peu importe l'époque, si on regarde, si je puis dire, la façon dont les comptes, si je puis dire, encore une fois, évoluent sur n'importe quel réseau social, on se rend compte que la collaboration entre une entité X et une entité Y est souvent, si je puis dire, à l'origine ou à la conclusion de ça. Donc c'est beaucoup plus facile également pour un influenceur d'aller collaborer avec d'autres influenceurs. On le voit énormément sur YouTube, par exemple, des YouTubeurs qui font des collaborations. C'est comme la clé pour grossir. Ouais, je pense à MPL Cloutier, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ça, notamment au niveau de sa ligne éditoriale, de sa chaîne YouTube. Et c'est donc plus facile, encore une fois, pour un influenceur d'aller collaborer avec d'autres influenceurs, parce que s'il y a cette notion d'échange, versus une marque qui va collaborer avec un influenceur. Où là, on tombe beaucoup plus rapidement dans l'aspect monétaire ou l'aspect what's in it for me. Il y a comme une transaction parce que la marque n'a pas nécessairement d'humain dessus. Là. Non, c'est ça. Donc c'est sûr que l'influenceur, si on le regarde un petit peu du côté purement, si je puis dire, humain, encore une fois, de la chose, a indéniablement des avantages. Ensuite, ce serait se voiler la face que de dire qu'une entreprise n'a absolument pas d'avantage par rapport à un influenceur. La nature de l'entreprise, de par ses ressources, que ce soit des ressources monétaires ou que ce soit des ressources humaines, a quand même quelque chose de très intéressant. Le problème également souvent avec les entreprises, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui prennent les décisions et que c'est souvent beaucoup plus difficile à aligner dans une même direction tous les outils que pour un influenceur. C'est ça, exactement. Qu'un simple influenceur qui est le seul maître à bord et qui dit « Ok, moi je veux faire ça, je vais aller dans telle direction, je vais faire des collabs avec telle personne, je vais passer tant de mon temps à faire ça. » C'est totalement différent. Puis souvent, l'influenceur a peut-être plus, entre guillemets, d'intérêt d'un point de vue personnel qu'une marque également à aller, si je puis dire, exploser sur un réseau social. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Ouais. OK, cool. Puis, on a abordé le sujet de venir croiser les audiences, de prendre un influenceur puis un autre, puis un influenceur puis une marque. Puis, pour vrai, moi, je le vois tout le temps, le fait de... Tu sais, aujourd'hui, on s'entend, puis peut-être que tu pourras plus me le dire sur Instagram, mais peu importe la plateforme, l'organique tombe parce qu'il y a énormément de contenu. Puis comme tu l'as dit, c'est difficile de faire sortir le tien. Il faut qu'on puisse le reconnaître. À quel point, dans les stratégies sur Instagram, le fait de venir prendre une audience X puis venir la mélanger avec une audience Y en ayant deux influenceurs ou une marque, un influenceur ou deux marques même, à quel point c'est important dans ta stratégie, puis à quel point ça prend de la place dans ce que tu fais pour tes clients. Donc, une audience organique versus une audience publicitaire? Excuse-moi, ce que je veux dire, c'est mettons, dans une stratégie marketing X qui utilise Instagram, à quel point tu vas venir utiliser des collaborations avec d'autres marques ou d'autres influenceurs pour venir faire grossir les auditoires? Je pense qu'une des techniques les plus populaire quand on vient faire notamment le lancement d'un compte ou d'une page ou d'un produit même, c'est sûr que les collaborations sont extrêmement intéressantes. Si on regarde ça d'un point de vue, encore une fois, marketing d'influence, puis c'est cool, je sens que ça va être un dénominateur commun à cette discussion et c'est parfait parce que je suis en train de planifier une formation à ce sujet-là que je viens de terminer, donc je pourrais t'en parler plus tard. Si on regarde un petit peu de par leurs caractéristiques intrinsèques
chaque influenceur, si je puis dire, a un objectif d'affaires qui peut plus ou moins lui être affiché. Si on parle donc encore une fois du cas d'un lancement de produit ou d'une entreprise, ce qui est vraiment le fun, c'est que quand va venir le temps de collaborer avec des célébrités ou des influenceurs, donc on parle des gens qui ont, sur des influenceurs au Québec, on est sur du 100 000 à 250 000, célébrités 250 000 et plus. Ces gens-là vont être vraiment des outils, entre guillemets, désolé l'expression, qui seront très intéressants pour une entreprise, dans la mesure où justement les objectifs que ces gens-là sont voués à atteindre, c'est de la vulgarisation, c'est de la connaissance, c'est de la notoriété. Donc, intégrer, si je puis dire, ces assets marketing-là dans une stratégie de promotion, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. En revanche, la grosse erreur que font beaucoup d'organisations, c'est de pas, si je puis dire, faire écho à ces efforts-là. De ne pas travailler, par exemple, sur des campagnes croisées avec ces gens-là. Donc, par exemple, de venir intégrer le contenu que ces influenceurs ont développé pour l'intégrer dans d'autres médias. Ou même juste faire des actions assez simples, à savoir promouvoir le contenu qui a été développé par l'influenceur via le compte, entre guillemets, de la société. Donc, Behalf On, de compris. Donc ça, je veux dire, c'est des choses qui sont assez 101, si je puis dire, mais pourtant qui trouvent vraiment un bel écho dans la mesure où ça va venir amplifier le travail qui a été fait. Puis je pense que c'est important d'amplifier ce travail, notamment dans des cas, si je puis dire, donc de lancement, et ça évite parfois également de juste se, entre guillemets, focuser sur des concours ou des actions qui peuvent être un petit peu plus mal perçues, même si c'est pas mauvais de faire des concours, encore une fois. Mais c'est cool que tu me dis ça parce que ça me fait vraiment penser à un client que j'ai qui est Cool Dad, puis c'est un blogueur, là. Puis sa page Facebook a une énorme communauté, puis il se fait approcher pour des partenariats. Puis c'est tout le temps comme un budget X pour un post ou une vidéo ou des stories, etc. Puis j'en parlais avec lui, puis il n'y a jamais l'étape d'après de « Ouais, mais ce post-là, on pourrait faire de la pub, ça coûterait rien, puis tu atteindrais toute ton audience, 10 fois plus de monde dans ton audience, puis ça marcherait. » Ouais, surtout sur Facebook, il y a des choses qui sont super intéressantes qu'il y a sur Facebook et qu'on n'a pas sur Instagram. Quand on va faire un promoted post sur Facebook, on va pouvoir aller, si je puis dire, faire runner un script qui va inviter tous les gens qui ont interagi avec les publications et à aimer la page. Ça, c'est une super belle technique de marketing. Et pourtant, c'est une technique que bien du monde qui n'est pas en agence, entre guillemets, ne connaît pas. Puis c'est quelque chose que je trouve assez sanguin. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail de discussion à faire entre les marques et les influenceurs. En 2019, selon une étude qui a été faite par CNBC très récemment, il y a 1,7 milliard de dollars canadiens qui a été wasted sur du marketing d'influence parce qu'il y a eu un mauvais travail justement de préparation. Donc, grosso modo, dire on va développer une stratégie de marketing d'influence et non pas une campagne, parce qu'une campagne est, si je puis dire, une partie intégrante d'une stratégie. Ouais. Plusieurs campagnes font une stratégie. Puis en marketing d'influence, c'est plus vrai que n'importe où ailleurs. C'est dans le marketing publicitaire où tu vas d'abord travailler sur des objectifs de notoriété, ensuite tu vas faire par exemple du retargeting, ensuite tu vas faire des lookalike audience, ce genre de choses. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Puis le deuxième point, souvent les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent demander, qu'est-ce qui est le juste prix à payer, comment mesurer les résultats. Puis tout ça, je pense que par le biais de discussions entre les influenceurs et des médiateurs et les marques, par médiateurs j'entends des agences, je pense qu'on peut arriver, si je puis dire, à faire en sorte que ce 1,7 milliard de dollars canadiens, qui en fait qui est 1,3 US, réduise un petit peu. C'est juste sur une année, c'est énormément d'argent. Ouais. Non, parce que les gens... Penses-tu que c'est parce que les gens ont vu Instagram puis ont vu le marketing d'influence comme the next big thing, puis se sont dit « OK, je vais prendre X% de mon budget, je vais le sacrer là-dedans les yeux fermés, puis je vais voir si ça marche pas, évidemment. » Ouais, en plus de ne pas savoir si ça marche ou pas, c'est que souvent les gens sont incapables de le mesurer. C'est arrivé à plusieurs reprises depuis le lancement de Reverber, puis même avant, qu'on arrive chez des clients, et puis on a des objectifs, mais on mesure les mauvais indicateurs, par exemple. C'est quelque chose qui est assez fréquent, malheureusement. Mais encore une fois, oui, il y a une certaine imputabilité par rapport aux marques, mais je pense qu'il y a aussi une certaine imputabilité par rapport aux influenceurs. Essayer de lancer une campagne de marketing d'influence maintenant, là, actuellement, sur certains marchés, comme par exemple l'alimentaire, versus la même campagne dans 6 mois, vous allez voir qu'actuellement, les prix sont 3 à 4 fois ce qu'ils devraient être actuellement, parce qu'il y a une grosse effervescence, puis les influenceurs savent qu'ils sont sollicités, ils sont beaucoup plus piqués dans les collaborations qu'ils veulent effectuer. Ouais, parce qu'eux aussi, il y a leur image qui Ouais, bien sûr. Puis n'oubliez pas, le marketing d'influence, c'est probablement un des domaines du marketing où la négociation est encore plus importante. Vous pouvez pas négocier avec Facebook Ads, par exemple, mais vous allez pouvoir clairement négocier avec un influenceur. Donc, cette notion de négociation est très importante, puis c'est important qu'elle soit là. Donc, oui, il y a cette imputabilité pour la marque, mais encore une fois, il y a l'imputabilité par rapport aux influenceurs, par rapport à leur disponibilité, par rapport à la qualité du contenu, par rapport aussi à la liberté qu'ils vont avoir, parce que c'est bien de laisser la liberté aux influenceurs. Et je pense que par le passé, il y a eu aussi quand même quelques abus, puis nous on le voit parce qu'on monitore quand même pas mal d'influenceurs, des abus au niveau en termes d'achat de tout simplement d'abonnés, d'achat de, si je puis dire, d'interaction.
on voit qu'il y a certains influenceurs qui ont un petit peu de mal actuellement, puis la transparence dont ils devraient faire preuve par rapport aux marques n'est pas toujours le cas. Je comprends. Puis là, tu me parlais des marques qui suivent les mauvais indicateurs puis qui ne traquent pas le vrai retour de leur stratégie. Premièrement, quel indicateur ils suivent puis qu'ils ne devraient pas suivre? Puis comment on se retrouve à l'étape où on est capable d'avoir nos résultats? Je mets 1000$ dans le marketing d'influence, combien je fais après grâce à ça? Je vais répondre à la dernière question. Oui. Grosso modo, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Actuellement, selon une étude qui a été faite par Leverage Marketing il y a environ 18 mois, le retour sur investissement moyen, encore une fois, d'une campagne de marketing d'influence, c'est 6,5. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça a fait en termes de retour sur investissement, c'est un des premiers leviers. Quand je dis ça à des clients, souvent, ils ont les yeux grands ouverts parce que pour eux, ils voient ça comme une perte d'argent. Et ça m'amène à ta première question. La première question qui était, grosso modo, quels sont les mauvais indicateurs à observer ou à ne pas observer? Je pense que c'est encore une fois souvent une question d'objectif. À savoir, qu'est-ce que tu vas, si je puis dire, viser par le biais de cette campagne-là? Qu'est-ce que cette campagne va te permettre d'atteindre dans une phase ultérieure? Donc, par exemple, un exemple en 2 temps. Tu vas développer une campagne donc, de marketing d'influence, de placement produit, qui va te permettre donc d'isoler des influenceurs pour ensuite développer un marketing d'affiliation. Mécanique assez sanguin, mais mécanique très efficace. Donc ça, ce sera, mettons, ta stratégie de marketing d'influence pour ton année 2020. Ce que tu vas faire dans ta première année, dans ton premier trimestre et la mise en place donc, de cette première campagne de placement produit, donc bien entendu, tu vas faire donc, tout le processus de sélection des influenceurs, tu vas définir donc les objectifs qui vont être probablement des objectifs de notoriété, donc on va parler probablement de portée, on va parler probablement d'impression. S'il y a du lien pour avoir un contenu enrichi de CTR, mettons du click-through rate, ce genre de choses, mais ça ne va pas aller plus loin. Et souvent, les marques vont se dire « Ouais, mais j'ai pas vendu. » Mais ce n'est pas l'objectif de la campagne. C'est juste de mettre ton l'objectif, produit dans le monde. Oui, ça, premièrement, ça c'est d'un point de vue, si je puis dire, encore une fois, le top management. Mais toi, au niveau de ton département, pour opérationner les 3 trimestres qui te restent, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller identifier les influenceurs avec qui tu vas pouvoir collaborer pour mettre en place ton programme d'affiliation. Parce que l'objectif de ta stratégie, à terme, c'est ce programme d'affiliation. Je prends une logique en 2 temps, mais parfois, ça va 3, 4, 5 étapes. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas regarder? Oui, tu vas regarder les performances de tes influenceurs. Tu vas surtout regarder que les performances ne soient pas, entre guillemets, un petit peu biaisées par l'achat, comme on le disait, ou par d'autres techniques. Puis, il y a des techniques, je trouve, plus ou moins legit. Par exemple, moi, des pods, je trouve ça très correct. Les pods, c'est des petits groupes, en fait, d'influenceurs, parfois de marques qui interagissent en eux et qui s'échangent, entre guillemets, des interactions. Mais je trouve ça bien correct, encore une fois. Donc, tu vas regarder, oui, ces indicateurs. Tu vas regarder qu'ils ne sont pas biaisés. Puis, tu vas regarder surtout quelle est la malléabilité et la qualité de la collaboration. Est-ce que cette personne-là, mettons, dans le cadre d'un programme de marketing d'affiliation, est-ce qu'elle va fitter? Y a-t-il du potentiel pour la suite? C'est ça. Moi, j'ai déjà eu des influenceurs, on a fait des programmes d'affiliation, par exemple, où nos affiliés, c'était le coach de l'équipe d'haltérophilie des États-Unis. Ou notre affilié, c'est le coach de Johan Blake, par exemple. Donc, tu sais, on a eu des gens vraiment de grosse notoriété. Puis ces gens-là, quand ils te disent, moi, faire 4, 5, 6 000 piastres en plus par mois, ça ne m'intéresse pas, ben, tu les crois, en fait, parce que c'est vrai qu'ils n'en ont rien à... Ils s'en crissent complètement. Donc, tu vois, encore une fois, cette première étape de placement, entre guillemets, te permet d'aller filtrer dans l'intérêt de la marque, mais aussi dans l'intérêt de l'influenceur, parce que c'est ça. Tu ne veux pas, entre guillemets, dégrader la relation que tu as avec un influenceur A par le biais de ta dernière campagne versus les bons résultats qu'elle a eu par rapport à la première campagne. Donc, bon retour sur investissement, mais encore une fois, des indicateurs que tu vas mesurer selon la phase de ta campagne. Puis là, sur l'affiliation, oui, tu vas pouvoir mesurer des taux de conversion sur ta landing, tu vas pouvoir mesurer, par exemple, le nombre vraiment que tu vas faire en termes de ROI. Tu as vraiment donc des métriques qui sont plus business-oriented, mais encore une fois, chaque campagne, ses objectifs. Ne pas mélanger tout. Je comprends. Fait que, étape 1, tu t'en vas chercher quel influenceur serait bon niveau quantité puis qualité, niveau qu'est-ce qu'on va chercher comme public puis quelle relation qu'on peut avoir avec lui. Puis après ça, go, on va sortir, on va traire le potentiel. Ouais, non, c'est ça. Puis on va vraiment venir mettre des pubs pour vendre. On a un client actuellement, genre, on devait lancer sa campagne. Tout à l'heure, je parlais d'alimentaire, c'était volontaire parce qu'on est en plein dans une campagne dans ce domaine. Puis on devait lancer la campagne en septembre. Puis nos prévisions en termes d'enveloppe, donc pour les influenceurs, a littéralement éclaté parce que la campagne, on va la lancer fin novembre. Et lancer une campagne de marketing d'influence en septembre versus fin novembre, c'est pas la même chose. Parce que le marché, puis encore une fois, on parle d'offres et demandes, est littéralement dopé. Genre, il est sous caféine par intraveineuse H24 et ajoute, entre guillemets, une perf avec du Red Bull de l'autre bord. Donc, grosso modo, on a dû, et on avait d'ailleurs par chance, prévu plusieurs listes d'influenceurs pour faire en sorte de faire basculer la liste C dans la liste B, dans la liste A, en fonction où il y aurait, dans l'éventualité, où il y aurait des problèmes. Et qu'est-ce que ça a permis de faire? Ben oui, ça a permis de réorienter le tir
pendant, si je puis dire, la première phase d'approche, et de se retrouver avec un échantillon qui est différent, mais une stratégie et donc des indicateurs qui ont évolué, si je puis dire, en fonction de l'ajustement de la stratégie liée, encore une fois, tout simplement aux conditions du marché. Donc oui, si je puis dire, la sélection des influenceurs est encore une fois très importante, mais je ramène vraiment la discussion autour du fait que c'est un outil, il faut que ça s'intègre dans une stratégie beaucoup plus globale et que cette stratégie-là de marketing d'influence, ça s'intègre au niveau d'autres techniques de monétisation, de notoriété ou quoi que ce soit, et que les campagnes qui vont être lancées, elles ont leur propre objectif avec leur propre KPI. Une fois que ça c'est bien au clair, là oui, on peut passer sur toute la phase, si je puis dire, de sélection d'influenceurs, d'identification, de sélection, puis ensuite, si je puis dire, de qualification. Donc qualification qui est l'étape qui se situe, mettons, entre une activation A et une activation B pour, si je puis dire, ni plus ni moins qu'évaluer les performances donc, de l'influenceur sur une campagne A et, si je puis dire, essayer d'imaginer quel va être son potentiel en phase B, tout simplement. Exactement. Puis là, il y a deux trucs que tu me fais ressortir. Premièrement, à quoi ressemble l'offre puis la demande d'influenceurs pendant l'année? Y a-tu un moment où crème le marché vraiment C'est bon? une super bonne question. Puis y a-tu un moment où ça coûte rien, mais ça redonne rien? Ouais. Y a-tu une influence sur le prix, mais aussi sur les retours? Je pense que la grosse influence est liée, si je puis dire, à la demande qui est faite aux influenceurs. Donc, grosso modo, les marques qui vont approcher des influenceurs. C'est sûr qu'il y a certains, si je puis dire, facteurs qui vont faire en sorte qu'un influenceur va être plus coté. Par exemple, récemment, je crois que c'est je ne me rappelle plus quel événement a fait en sorte qu'il y ait une nomination. Je crois que c'est je sais plus si c'est le Grenier ou Cisarta. C'est pas bon ça. Mais bref, il y a eu donc une cérémonie, si je puis dire, qui visait à couronner des influenceurs dont Maman Caféine a été la grande, si je puis dire, élue. Donc c'est sûr que probablement que ces tarifs, eux, ont connu une certaine légère hausse. Ouais. Ce qui est tout à fait normal. Tu bénéficies d'une meilleure visibilité, tu vas bénéficier également probablement d'une certaine croissance au niveau de ton audience, donc au niveau de certaines de tes métriques en termes d'impression, de portée, peut-être de taux d'engagement. Donc c'est sûr que oui, c'est normal que si je puis dire, la palette de prix, elle augmente. Mais encore une fois, je pense que comme en publicité, la saisonnalité et les événements liés à la culture populaire en termes de vente, donc Black Friday, Cyber Monday, name it, vont faire en sorte, si je puis dire, qu'il va y avoir une certaine croissance à ce niveau-là. En termes de ROI, je pense que oui, c'est sûr que le fait qu'il y ait plus de pollution pendant ces périodes-là où ça coûte plus cher va probablement impacter les performances d'une campagne, mais je pense que c'est mineur par rapport à la hausse des coûts qu'ils vont faire. Dans la mesure où je pense que c'est un mal pour un bien. Je vais m'expliquer. Cette période-là, c'est une période où il y a beaucoup de campagnes qui sortent. Donc, les gens sont bombardés de messages. Donc, veux pas, si je puis dire, il y a certains, entre guillemets, mécanismes qui se mettent en place pour filtrer un petit peu tous les messages qu'on reçoit. Puis c'est normal, sinon le cerveau humain explose. C'est clair. Par contre, le cerveau humain est alerte à la qualité, dans le sens où il est bombardé par un certain standard de campagne. Et quand il voit quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, là, son impact, son taux de mémorisation, puis là, on reparle d'objectifs de notoriété, son taux de mémorisation, que ce soit de la marque, de la campagne, lui, va être bonifié. Et de ce fait, il va être lui-même sujet beaucoup plus à partager cette campagne parce qu'il va la trouver brillante. Rien à voir, par exemple, avec les événements qui s'en viennent, mais la SAC vient de sortir une campagne en collaboration donc avec LG2, qui a en fait donc des passages piétons qui se relèvent. J'ai trouvé ça brillant. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va voir là dans les prochaines semaines. C'est clair. Et c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça brillant. Oui, puis ça ressort vraiment de ce à quoi on s'attend. Ouais. Fait que penses-tu que une bonne façon de venir chercher cette différenciation-là, c'est de prendre un événement qui arrive, mettons le temps de Noël, puis de faire quelque chose qui est totalement opposé, ou qui fait juste prendre le temps de Noël puis le booster à un point qui est supérieur? On revient à ce qu'on disait tantôt, par exemple au niveau du brand, au niveau donc du message, donc on parle plus de la personnalité de la marque, justement se dissocier, si je puis dire, de la tendance et prendre un événement populaire à contre-pied, ça peut être un excellent moyen justement de se différencier de ce qui se fait sur le marché. Mais si je puis dire, cette orientation-là peut être prise de différentes façons. Selon la marque. Exactement, oui. Donc le message, c'est sûr, est très important. C'est le dénominateur commun, si je puis dire, à n'importe quelle campagne. Mais des choses intéressantes, ça peut se faire au niveau de la sélection, si je puis dire, des influenceurs, la façon dont on va les activer, comment on va faire en sorte de mêler, si je puis dire, le numérique avec un petit peu plus le traditionnel. Il y a vraiment plusieurs façons de se différencier. Puis je pense que c'est également un volet sur lequel les marques doivent, entre guillemets, travailler, à savoir pas seulement faire des placements produits, pas seulement faire des codes promo. Essayer d'aller chercher plus loin. Nous, c'est sûr qu'en ce moment, on fait beaucoup de marketing d'affiliation, dans le sens où on a des clients qu'on suit depuis plusieurs trimestres maintenant, voire certaines depuis plusieurs années, qui sont là depuis le début chez Reverber. Donc on est plus à l'aise de leur proposer ces mécanismes-là d'affiliation, dans la mesure où c'est des mécanismes qui sont un petit peu plus poussés que le code produit ou que le placement produit, et qui permettent, si je puis dire également, d'avoir des résultats qui pragmatiquement sont plus intéressants aussi. Mais c'est, entre guillemets, demande d'autres choses. Ça demande plus de confiance envers le client, ça demande un peu plus de background. Je comprends. OK, cool. Puis tu as amené un sujet tantôt
tu nous disais, on va regarder les résultats par rapport à une première campagne. Pas nécessairement de visibilité, mais même, disons, de placement produit. Vois-tu une tendance, mettons une première campagne chez un influenceur. Un influenceur va parler du produit versus la deuxième fois qu'il va en parler dans plusieurs mois. Vu que son audience, mettons qu'on passe à une audience de 200 000 personnes, ben c'est certain que sur le court terme, avec l'organique puis avec le reach qu'on a, il y a une bonne possibilité que les deux fois atteindront pas les mêmes personnes. Mais sur le long terme, penses-tu que on se retrouve un peu tranquillement saturé l'audience de l'influenceur, il faut passer à d'autres choses, ou les collaborations long terme peuvent se faire sur des années puis que ça continue à profiter pour la marque? Moi, je fais partie de l'école, je pense qu'il y a plusieurs écoles à ce sujet-là, mais je fais partie d'une école qui pense que le fait, si je puis dire, non pas de marteler, mais apporter une certaine récurrence qui est non pas quantitative, mais qualitative en termes de collaboration avec l'influenceur, puis en termes de diversité d'activation, va clairement favoriser ou du moins jouer en faveur de la marque. Dans la mesure où des one-night stands en marketing d'influence, je pense que les gens ne sont pas dupes, surtout des gens de notre génération, puis peut-être tu es d'une génération inférieure à la mienne maintenant, je me sens vieux, c'est horrible, sont vraiment, entre guillemets, imperméables à ce genre d'activation car ils l'assimilent très rapidement à du marketing publicitaire. Donc des one-night stands avec des influenceurs, difficile. On est déjà passé ça. Là. Ouais, je pense qu'on est vraiment... je pense que le consommateur, du moins la personne, l'audience qui va être visée par ça, elle a développé encore une fois des mécanismes pour filtrer le message et de ce fait va beaucoup moins se sentir interpellé par celui-ci. Donc ça peut être le fun quand on va parler par exemple de notoriété, d'impression, mais quand on va parler de taux de mémorisation, ça va être un petit peu plus touché. Donc je pense que pour ça, comme je le disais tantôt, oui, la succession de campagnes avec le bon type d'influenceur par campagne a clairement un impact à jouer. Mais la récurrence des activations, puis encore une fois, le fait, comme dans une relation entre un homme et une femme, un homme, une femme, va justement, cette récurrence dans la relation va permettre grosso modo de développer quelque chose d'honnête, quelque chose d'authentique. Et je pense que les gens, aussi quétaines ce soit, sont attirés par ça. Ils cherchent à avoir, entre guillemets, cette authenticité dans la relation entre la marque et l'influenceur. Et le fait que la marque collabore avec l'influenceur pour des raisons X ou Y, ça va être mis au second rang, au profit, si je puis dire, de la beauté de la collaboration entre les deux marques. Parce qu'on aime tous ça, des belles histoires. Hein. Que ce soit en publicité ou pas, on aime tous ça. Donc, on a été bercé avec des petites histoires depuis qu'on est tout petit. Donc, pourquoi arrêter maintenant? Oui, puis surtout... mettons, on recule de 20, 30, 40 ans, puis on rentre dans le cliché de la vente pour vendre. Il faut pousser ses affaires. Le monde, aujourd'hui, faire ça, puis surtout dans des influenceurs, puis un peu comme tu dis, dans des one-night stands version placement de produits, c'est prendre le monde pour des jambons. Là. Et encore, je pense qu'à 30-40 ans, ça marchait un petit peu plus. Ça aussi, c'est une autre question qu'on reçoit très souvent. Les influenceurs sont arrivés quand? Mais les influenceurs, ils existent depuis toujours. Les influenceurs, peut-être pour certaines personnes ici, je sais pas, moi, c'est Guy Lafleur. Pour moi, c'est peut-être Zinedine Zidane qui plante 2 buts en finale de la Coupe du Monde 98 contre le Brésil. Je pense qu'on a tous eu nos influenceurs à des moments dans notre vie. Puis je pense que la notion de marketing d'influence a évolué non pas au sens, si je puis dire, littéraire du terme, mais plus en fonction des médias sur lesquels on a adapté le marketing d'influence. Donc je pense que ça, c'est quand même assez important à mentionner. Et je pense qu'à l'époque, donc je parle, mettons, il y a 30-40 ans, comme tu le disais, je n'étais pas né il y a 40 ans, je tiens à le dire quand même. Je pense que les gens étaient peut-être plus... docile, si je puis dire, était plus facilement... C'était plus habitué dans la culture. Ouais, c'est ça. C'était peut-être plus... Les gens étaient peut-être moins critiques qu'à aujourd'hui. Les gens étaient peut-être moins critiques, puis peut-être que Internet, n'étant pas ce que c'est aujourd'hui ou n'étant pas tout court, ça a peut-être également facilité la chose au niveau des marques quand on parle de one night stand. Aujourd'hui, je pense, surtout sur des réseaux sociaux comme Instagram, où encore une fois, la transparence et la notion de relation, d'interaction est prépondérante, je pense que c'est pas une bonne chose. Puis d'un point de vue global, c'est pas une bonne chose non plus à long terme. C'est clair. Puis comment vois-tu, en ce moment, là, c'est clair, il y a un gros shift, même qui est... au niveau des audiences, c'est clair que le shift est fait. Le monde sont tannés de se faire pousser des affaires dans la gorge. Là. Puis ils veulent voir ces partenariats-là, puis que ils veulent s'associer à une brand puis à un influenceur pour ses valeurs, pour ce qu'il soutient, pour ce qui est, pour sa personnalité, au-delà d'un produit ou d'un service aujourd'hui. Comment tu vois l'étape d'après ça? Parce que là, on est dans un shift vers ça. Mais si toutes les marques se mettent à avoir un mouvement social, une personnalité, quelque chose de fort, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le mouvement, la marque X avec son mouvement X, puis la marque Y avec son mouvement Y? Tu dis mouvement, ça me fait penser à Mouvement Desjardins. Je sais pas, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup d'activations auprès de la communauté gay, par exemple, mais ça me fait penser à ça. Ça, tu vois, c'est très, très fort. Sauf que si toutes les banques ont leur mouvement, puis leur brand, puis leur idée,
c'est quoi après? Quelle banque qu'on choisit? Les marques vont devenir de plus en plus des humains. Je pense que à terme, ça va être ça l'objectif. Puis je pense que ça passe pas que par des causes, entre guillemets, qu'on va mettre sous les yeux du grand public. Ça passe également par des choses plus à l'interne, des choses qu'on fait plus entre guillemets, dans l'intimité de l'entreprise. Parce que souvent, je pense que les marques ont tendance à braguer de ce qu'on fait, si je puis dire, à l'externe, de ce qu'on montre aux yeux du grand public, de ce qu'on va, entre guillemets, mettre de l'avant par le biais de publicité, de campagnes de marketing d'influence, de campagnes de relations publiques. Mais je pense que le prochain terrain, peut-être, c'est ce qui se passe à l'interne. Peut-être. Puis je pense que ça va devenir un enjeu très important dans la mesure où on le voit notamment dans notre domaine. La concurrence est de plus en plus présente. Les gens se tirent un petit peu dans les chevilles dans certains domaines d'activité. Puis je pense que ce volet-là, si je puis dire, c'est the next big thing, entre guillemets. Mettre de l'avant ce qui se passe chez nous et pas forcément chez nos clients dans le cas d'agence, mais également dans le cas d'entreprise, de dire, ben écoutez, puis il y en a déjà des marques qui font ça, je veux dire, qui ont des programmes, si je puis dire, comment je pourrais dire, de mise à l'avant, des programmes de tout simplement d'encouragement. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qui va être très intéressant. Cool. Puis, il y a un autre... de quoi qui me pop en tête, là, tu parlais justement de mettre la marque interne. Oui. Il y a un autre gros truc en ce moment qui se passe au Québec, au Canada, peut-être moins ailleurs, là. Mais, pour les brands, en ce moment, il y a un gros défi qui est engager du monde, les ressources humaines. Est-ce que Instagram... peut venir dans une stratégie de branding. Ben, c'est parce que là, tu me parlais de Desjardins. Je pensais, Desjardins marque employeur. Oui, bien sûr. Est-ce que Instagram rentre dans cette stratégie-là de marketing employeur puis de brand employeur comme à peu près comme une autre stratégie marketing, ça vient-tu? Je vais poser mes mots sur ce que je vais dire parce qu'on a récemment en fait passé une entente avec la capitale, les assurances en fait, pour travailler avec eux sur leur marque employeur en fait. Donc travailler mettons avec des conseillers en sécurité financière pour rendre le brand plus Instagram friendly, pas forcément au niveau corporate, donc pas forcément le compte de la marque, mais le compte en fait des gens. C'est ça, dans le terme d'advocacy marketing. Donc je pense que c'est vraiment un incontournable dans la mesure où plus que jamais l'advocacy marketing, c'est oui vos clients, mais c'est surtout les gens qui travaillent à l'interne, comme tu le disais. Puis faire en sorte d'avoir une ligne directrice commune, faire en sorte d'avoir un cadeau de communication qui va favoriser, si je puis dire, tout simplement la remontée des informations que ces gens collectent, encore une fois, vers le compte corporate. Le fait, comme on le disait, par exemple, d'avoir des opportunités, par exemple, de co-création de contenu, d'implication, je pense que ça va être également, ça va être vraiment très, très, très intéressant. C'est exactement sur quoi on travaille actuellement. Puis c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment, c'est c'est une super belle collaboration. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez prépondérant dans la stratégie des marques, dans la mesure où engager un employé, puis quand je dis engager, c'est vraiment le sensibiliser par le biais justement de ces systèmes, entre guillemets, de co-création, d'implication, etc. Je pense que c'est bien plus intéressant pour fidéliser de la clientèle que des assurances collectives. Mon propre point de vue qui n'engage que moi, mais personnellement, moi, je me sens plus interpellé par ça, par cette notion de mettre l'épaule à la roue, puis vraiment faire en sorte de travailler ensemble, même si c'est pas le rôle de ces gens-là, hein, des gens qui font du recrutement, c'est pas forcément leur objectif, si je puis dire, d'aller favoriser ces objectifs-là, même si à terme c'est tout à fait dans leur intérêt. Je pense que c'est quelque chose de prépondérant. Ensuite, la façon dont le faire, c'est vraiment ce qui est plus difficile parce que souvent, ce à quoi on se heurte, c'est deux choses. Le niveau de compétence des gens et de connaissance de ces gens-là, qui est souvent parfois très, 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 très disparate. Tu prends un échantillon de 10 personnes, sur les 10 personnes avec qui tu vas parler, peut-être qu'il y en a 5-6 qui n'ont jamais utilisé Instagram, qui ne savent même pas comment ça marche. Donc, je prends l'exemple d'Instagram une fois parce qu'on baigne là-dedans, mais c'est quand même gros, par exemple. Puis, ça amène donc un challenge qui est de faire en sorte de ne pas perdre les 101 versus les gens qui sont un petit peu plus avancés et qui ont envie d'avancer parce qu'ils ont compris comment la patente, elle marchait et puis ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est sûr que c'est vraiment difficile, si je puis dire, cette disparité-là à gérer, mais c'est ce qui fait en sorte, si je puis dire, que tu vas pouvoir recentrer le groupe, vraiment le prendre un petit peu comme un cocon et faire en sorte, si je puis dire, de pousser tout le monde dans le même sens et que les gens qui, eux, soient plus avancés fassent avancer les gens qui sont un petit peu plus à l'arrière. Puis là, encore une fois, ça met encore une autre dynamique et ça vient encore une fois renforcer l'engagement au niveau de l'entreprise, mais au niveau également du groupe en tant que tel. Oui, puis là, je réfléchis à voix haute, mais c'est cool, on fait un brainstorm. C'est magnifique. On va prendre des notes. Mais, tu sais, de venir renforcer la marque employeur de cette façon-là, de venir engager les employés dedans.
ça fait tellement partie du next thing on vient créer notre personnalité, mais on vient dégager notre entreprise à l'interne. Ben oui, bien sûr. Ça vient rejoindre autant les nouveaux employés qui vont vouloir travailler là, mais les nouveaux clients qui vont vouloir travailler Ben avec oui, bien sûr. Non, bien sûr. Je pense que, tu sais, puis la notion de marketing d'influence, ça nous ramène un petit peu à ça, parce que l'advocacy marketing reste, je pense, un petit peu du marketing d'influence. C'est pas seulement collaborer avec les nouveaux candidats d'OD, par exemple. Je pense que c'est pas forcément ça. Je dis pas que c'est pas ça. Je dis que c'est pas forcément ça. Travailler avec vos employés qui sont pour moi des micros ou des nano-influenceurs, ou parfois même des influenceurs. Nous, ça arrive des fois, on arrive chez des clients, puis on regarde un petit peu quand on développe des stratégies en interne, parce qu'on fait de la promotion croisée en interne. Donc une campagne, par exemple, qu'on va mener avec des influenceurs peuvent être reliés par des ambassadeurs internes. Parfois, on tombe sur une bonne surprise. Il y a une personne dont le message, par exemple, ou la ligne éditoriale colle parfaitement avec le message, puis peut-être elle ne fit pas elle-même avec la campagne de nature, mais pour justement l'impliquer, pour faire en sorte qu'elle se sente plus sollicitée par l'entreprise, qu'elle ait un plus fort engagement, on va l'impliquer dans la campagne, puis on va aller chercher son output. Puis ça crée une dynamique qui est très intéressante, puisque nous, ça nous permet aussi d'avoir des informations auxquelles on n'a pas forcément accès, ou que les gens ne jugent pas forcément pertinentes de nous donner. Donc il y a vraiment beaucoup de points positifs à ça. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas 100 000 influenceurs et que vous avez fait OD que vous n'êtes pas un influenceur. 100 000 abonnés, pardon. Donc non, c'est super intéressant. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Puis encore une fois, dans une dynamique de culture d'entreprise, de marque employeur, de marque RH, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Puis d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, le défi de communication entre justement les coms un petit peu plus corpo et les coms RH n'a jamais été aussi important, parce que les ressources humaines, c'est ni plus ni moins que de la communication et du marketing maintenant. C'est clair. C'est clair. Puis même, tu sais, on est rendu dans une époque où toute l'entreprise, c'est du marketing. Là. Le RH, les ventes, tout se croise dans un... OK. Tu as parlé tantôt de formation. Oui. Peux-tu nous en... ça m'est resté dans la tête. Peux-tu nous en dire plus? C'est quelque chose que tu prépares pour le grand public? C'est quelque chose pour des business? Nous, en fait, on donne des formations depuis, je dirais, quasiment les débuts de Réverbère. On a fait notamment quelques belles collaborations avec le Grenier aux Nouvelles. Hello, Elodie, je te salue. On a fait des collaborations, mettons, avec des organisations comme des chambres de commerce, des sociétés de développement économique, le Camp, par exemple, qui est un incubateur à Québec. On en donne la semaine prochaine une à la Station également, qui est une organisation qui est aidée par le Fonds d'emprunt. Donc, il y a également en privé, on a travaillé avec le Collège La Salle à Montréal. En ce moment, on travaille, donc, comme je le disais tantôt, avec la capitale. Ouais. Donc oui, on fait des formations depuis quasiment 2 ans, je te dirais. Puis c'est quand même le fun, parce que ça permet d'apporter une dynamique différente à celle de simple, si je puis dire, collaboration en termes d'expertise, conseil, d'opérationnalisation, whatever. Ça amène un petit peu plus la notion de dialogue, puis ça permet souvent d'avoir les 2-3 pas de recul, si je puis dire, qui font la différence dans une collaboration. Puis la façon dont on développe nos formations, nos interventions, car on en fait quand même pas mal, je te dirais que c'est soit sous la forme de conférences, d'ateliers, ou encore de formations plus traditionnelles qui s'opèrent sur des demi-journées ou des journées complètes, où on bâtit soit un plan de cours totalement sur mesure, comme on fait par exemple en ce moment avec la capitale, ou on développe des choses qui sont en fait des troncs communs qu'on va greffer à d'autres troncs communs pour développer une intervention. Donc on essaie toujours de faire en sorte, premièrement, d'avoir une information qui est à jour, ce qui est très difficile concernant Instagram parce que ça bouge beaucoup. Ouais. Et on essaie toujours d'avoir une formation qui est vraiment, comment je pourrais dire, vraiment en adéquation, oui, c'est sûr, avec les attentes qu'a actuellement, si je puis dire, l'équipe qui nous commande la formation, mais également les challenges inhérents qui vont venir de par l'évolution d'Instagram, encore une fois, chambouler un petit peu tout ça. Okay. Mais la formation dont je te parlais sur le marketing d'influence, c'est une formation qu'on développe actuellement avec le Cégep Garneau et avec V3 Academy, parce que je fais aussi pas mal d'interventions dans des cégeps. Le dernier en date, c'était au Cégep Limoilou. D'ailleurs, super belle crowd, c'était vraiment le fun. Et je te dirais, non, c'est quand même le fun. C'est quand même le fun parce que ça permet encore une fois d'avoir ces 2-3 pas de recul qui font en sorte qu'on est en mode plus discussion qu'en mode purement livraison. Cool. On est rendu à combien de temps à peu près? 45 minutes. Un gros merci. All right, ben, si jamais une business se dit fuck Instagram, là. Ouais. Là, c'est bon, vas-y, c'est bon, je te sens prêt. C'est la prochaine affaire. Je veux mettre tout mon marketing dessus. Comment qu'on peut te rejoindre? Comment qu'on peut... Ben, je sais pas si c'est la prochaine affaire, parce que je te dirais que sur les 2 dernières années, Instagram est passé comme de 375 millions à 1 milliard d'usagers. Donc, c'est peut-être la chose d'hier. Donc, si vous n'êtes pas encore, dépêchez-vous de m'appeler. Ça, c'est la première chose. Puis, on va vous dire comment ensuite. Non, mais plus sérieusement, avant de vous demander si Instagram, c'est vraiment the next big thing, demandez si c'est la chose pour vous en fait. C'est vraiment ça. Essayez de comprendre un petit peu c'est quoi les enjeux auxquels vous faites face actuellement, et essayez de voir si cet outil, parce que encore une fois Instagram ça reste qu'un outil, peut être, si je puis dire, une solution entre guillemets pragmatique à des problèmes tangibles, encore une fois. Donc que ce soit des problèmes de notoriété, de positionnement, de conversion, de fidélisation, peu importe. Essayez de comprendre si l'outil peut apporter une solution.
Si vous n'en êtes pas sûr, ou si c'est le cas, là, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Donc ça, je vous invite à aller sur le www.studio-reverber.com. D'ailleurs, vous pourrez télécharger notre e-book gratuit sur le site. C'est fantastique. Le site va avoir un petit makeover dans les prochaines semaines. Je vous en dis pas plus, mais on travaille fort là-dessus. Cool. Merci l'équipe de travailler sur ça, d'ailleurs, pendant que je suis à Montréal. Et sinon, vous pouvez nous rejoindre, donc, moi, directement par courriel à c.fernandez@commercial-studio-reverber.com Awesome. ou m'appeler sur mon cellulaire 88 98 57 45. Je peux même vous donner mon adresse postale si vous voulez. Ok. Mais sinon, C'est où ajoutez-moi tu restes sur à Montréal, LinkedIn, là? ajoutez-moi sur Facebook. Et en ce moment, je suis à Longueuil, mais je pars tantôt. Moi, j'habite vraiment à Québec, en fait. Nos bureaux sont basés à Québec. Mais je te dirais qu'en ce moment, je suis à Montréal pas mal toutes les semaines. Donc, je vis sur la route. Wow, ben, Je vis parfait. sur la route, ouais. Ben, merci beaucoup pour ta présence. Merci d'avoir à toi pour ton inauguré invitation. Merci d'avoir Est-ce qu'on a une inauguré bouteille de ça. bulle pour inaugurer ça? Comment Tu ça peux se passe? prendre de l'eau. Fais semblant. Ouais. Je sais pas si je peux popper une bouteille d'eau, mais écoute, vas-y, on va l'essayer. T'es prêt? Ouais. Mais voilà. Aïe, aïe. Hey, le jeu d'acteur, là. On va je l'ai presque vu. c'est la post-prod qui fera tout le reste. Exact, parfait. Ben, merci beaucoup. Puis, Merci à toi, Charles. Merci à vous tous d'avoir écouté et à très bientôt. Yes, bye bye. Bye bye.